Le trajet, je pourrais pas le faire. Je pense pas que quand je serai grand, que je pourrais le faire en entier à vélo. Je pense pas. Bah moi je trouve même que c'est une idée folle, moi je trouve. Oui, c'est vrai. Moi je crois pas, je pense pas qu'ils vont arriver au... Moi je pense que si. Notre projet il est né sur le chemin de Compostelle. En 2015 on est parti en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Chacun avait un peu ses ambitions, mais on s'est tous rendu compte d'un truc, c'est qu'il y avait un mix de culture, un mix de nationalités sur ce chemin. Les gens finalement se foutaient pas mal de la nationalité de l'autre ou de son métier, de son âge. Tout le monde était en communion. Et ça c'est vrai que ça m'avait particulièrement marqué, je m'y sentais particulièrement bien. Et Max et Hugo étaient aussi sur ce projet et eux aussi ont eu que de bonnes sensations là-dessus. Moi à l'époque j'étais, et je le suis toujours, avec ma compagne qui vivait en Russie. Le souci c'est que moi je partais à l'ouest et elle habitait à l'est et je me suis dit putain mais c'est con quoi, chaque jour je m'éloigne d'elle. Et personnellement j'avais eu l'idée de me dire bah tiens un jour j'ai besoin de revoyager, j'ai besoin de refaire des choses comme ça, comme le chemin de Compostelle, mais bon quitte à revoyager, autant essayer d'aller voyager à l'est pour aller dans cette direction. Et à l'époque j'en ai parlé à Hugo. Hugo est toujours un peu dans cette optique de dire oui tant qu'il s'agit de dire non à la routine. Donc il s'est tout de suite lancé dans un oui positif. Et de là est partie un peu cette idée de voilà, aller en Russie à vélo et créer un projet autour de ça. Du coup on est parti sur ce projet avec les écoles puisqu'on voulait aussi partager ça avec les élèves, les enfants et vraiment se donner un véritable objectif de ce voyage quoi, et pas faire ça juste pour voyager. Et on avait envie de créer un truc voilà, autour de la jeune génération, parce que c'est aussi celle qui sera la future, qui seront les futurs adultes, c'est eux qui feront le monde de demain, en tout cas qui feront notre continent. Et l'idée de l'art est venue assez rapidement parce que ça reste une langue commune à tout le monde, où il n'y a pas besoin de mots pour s'exprimer. Et surtout on voulait quelque chose voilà, qui nous tienne à cœur et un esprit de créativité. Very often we forget that we are like neighbors, you know, we are the same continent, we are the same, look like the same country. And we would like to understand this and to realize and to share our culture. So we would like to know, okay, we go to read bike, but what does it mean to read bike? We would like to make something, you know, how I say, concrete, you know? Concrete things, common project. And each school, German school and French school, now you and after next, paint on this. And we hope when we will arrive in Bolshatosnova in Russia that it will be finished and I hope beautiful. Their culture and their tradition. Moi ce projet, à la base, j'étais pas prévu dedans. C'est Léo et Hugo qui m'en ont parlé alors qu'ils avaient déjà tout préparé. Et du coup, quand ils m'ont raconté tout ce qu'ils voulaient faire, donc partir de la Bretagne en vélo, aller jusqu'aux montagnes de l'Oural en Russie, tout en passant par des écoles et en créant une fresque, en faisant participer les enfants avec des lettres et tout. Le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est de faire un documentaire. Et je savais que eux, techniquement, s'ils étaient qu'à vélo, ça allait être très dur pour eux d'avoir de l'énergie, d'avoir les batteries, les ordis pour décharger et même un pied photo quoi. Du coup j'ai tout de suite proposé de venir avec ma voiture Nanar que je venais d'acheter. J'ai dû l'acheter 3 semaines avant qu'on me propose le voyage, donc c'était parfait. Je voulais juste vous montrer que même par temps couvert, un bon temps de breton,
le panneau, il envoie du jus. Là, on a le panneau. Là, nous avons le passe-toit. Donc j'ai dû faire un trou dans le toit pour passer les fils. Du coup, les fils ressortent et ça va dans la batterie. À la batterie est connecté un convertisseur 12 volts 220 volts. Et voilà, on a de quoi recharger les batteries, le téléphone portable, le GPS de vélo, tout ce qu'il faut. On se dispatchait un peu les tâches, donc Léo s'occupait de prendre contact avec les établissements scolaires dans les 7 pays qu'on allait traverser à vélo. Et moi je m'occupais donc d'essayer de démarcher des sponsors pour financer ce projet. Et Max, lui, il allait préparer donc Nanar, donc sa voiture, pour déjà recharger tout ce qui est batterie, s'occuper de la maintenance, puis aussi repérer les endroits où on allait dormir le soir. Je prenais mon GPS et dans à peu près la tranche de kilomètres qu'on s'accordait par jour, j'essayais de trouver un coin voilà, qui avait l'air sympa, où je voyais sur la carte qu'il y avait des forêts, qu'il y avait des petits lacs. On va mettre un peu d'oignon dedans. J'essayais d'organiser voilà, pour chaque journée de varier les repas, d'avoir un truc équilibré. Moralement, ça aide beaucoup de manger, de bien manger et d'être bien le soir, de savoir que après ta journée de vélo, tu sais que c'est bon, t'as plus rien à penser. J'étais aussi là pour ça, quoi, en plus du documentaire. Je dirais que dans le docu, il y a 3 phases. Donc il y a le vélo, il y a les bivouacs, il y a les paysages. Deuxième truc, ce serait toutes les écoles. Et troisième truc, c'est les rencontres. L'école, souvent, on planifiait un peu on savait ce qui allait se dérouler pendant les journées. Donc on pouvait se permettre de planifier, de voir est-ce que ça en le tourne, est-ce que ça en le tourne pas. Après le vélo, les gars, ils se filmaient. J'essayais de les briefer, moi je voyais les images, donc je voyais ce qui manquait, ce qu'il fallait et tout, donc j'essayais de les aiguiller là-dessus. Mais après ils étaient totalement libres, et puis bon, quand t'es à vélo, tu peux pas non plus scénariser de folie, quoi. Au départ de la pointe de Corsin, il n'y avait pas de scénario établi, quoi. Du coup on était complètement dans l'improvisation. Mais c'est un truc qu'on connaissait bien, on avait plusieurs années auparavant, alors qu'on était encore en études, réalisé une série documentaire, L'appétit vient en marchant, où l'objectif était de partir en stop, sans argent, pour manger un plat de la région sur le sommet de la région visée. Donc on n'avait pas peur de cette improvisation, on connaissait bien. Et puis on savait par l'expérience de la route que dans tous les cas, la route offrirait des surprises, et que ces surprises formeraient une histoire. Ce voyage en Pologne, il m'a rappelé un peu quand on faisait l'appétit, où vraiment on partait simplement avec une caméra, un objectif et l'idée c'est de trouver du contenu sur le chemin. J'ai vachement retrouvé ça en Pologne parce que c'est un peu la même chose, quoi. Dès qu'on rencontre quelqu'un le soir qui a l'air intéressant, direct on peut enclencher le rec. Et c'est ça qui est bien, c'est de pas avoir un scénario préétabli, on n'est pas là pour faire un documentaire préétabli, c'est l'histoire vient grâce aux rencontres. On a trouvé un chien sur la route, des voitures qui roulent assez vite. On était un peu inquiet parce qu'il boitait avec ses pattes arrière. Donc là on a essayé de l'écarter déjà de la route et à donner un peu à manger, un gâteau au pavot. On attend Max qui devrait pas tarder pour venir le chercher et essayer de le ramener quelque part. Peut-être aller voir un vétérinaire pour voir ce qu'il a, ou sinon trouver quelqu'un qui pourrait peut-être s'en occuper. Peut-être l'amener en Russie. Ou peut-être l'amener en Russie s'il peut tenir le coup. Il est beau. On va essayer de retrouver son maître. Enfin déjà il boite pas mal, donc je sais pas, faut faire quelque chose quoi là-dessus.
j'allais voir le veto de Chateaubriand, voir ce qu'il dit. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment d'idée de comment raconter le documentaire, enfin comment raconter cette histoire de projet de traversée de l'Europe. Mais on a eu après cette idée donc de faire raconter en fait l'histoire de ce voyage par Max. Lui était en voiture, donc il nous suivait tout le temps, donc il avait possibilité d'avoir un peu de recul là-dessus et puis de pouvoir raconter une histoire sur cette traversée. Alors, t'as peut-être une voix off là déjà dès le début là ici là. On va refaire un test, ok? Ok. C'est parti. Okay. Moi, c'est Max, et là, ça fait 5 mois que je suis parti de chez moi, je me mets enfin sur le chemin du retour, je rentre en France. Mon voyage a commencé en Bretagne, où j'ai suivi 2 amis qui, à vélo, ont tenté de rejoindre les montagnes de l'Oural en Russie. Une aventure de 6000 km. Moi, c'est Max. Et là, ça fait 5 mois que je suis parti de chez moi. Je me mets enfin sur le chemin du retour. Je rentre en France. Là, tu lis un peu trop au début, tu vois. Moi, c'est Max. À la limite, mets un peu de stop entre le moi, c'est Max et l'autre. Ouais, on va la recommencer. Ouais. Quand tu veux. Moi, c'est Max. Et là, ça fait 5 mois que je suis parti de chez moi. Je me mets enfin sur le chemin du retour. Je rentre en France. Ah bah, on a fait ce qu'on pouvait déjà avec la Maisons. C'est pas Nanar, moi ici, je vais pas donner de petit nom encore à ce petit studio. Mais bah écoute, on s'est bien débrouillé. On l'a faite en une journée. On s'attendait à la faire en 1 heure, comme d'habitude, ça a pris 6 heures. Et puis voilà. Et puis ça s'est bien passé, on était dans les bonnes conditions, c'est l'essentiel, hein, c'est de vous mettre à l'aise et que ça se sente pas dans la voie, quoi. Moi, c'est surtout le projet qui m'intéresse. Le sujet de bosser dessus, c'est que des sourires, c'est que des situations drôles. Voilà, après j'en suis qu'au début, on verra, hein, peut-être qu'à la fin, j'en aurai marre de voir vos tronches, mais voilà. Est-ce qu'on peut faire une variante à celle-là, et donc de la dernière étape? Tu vois, c'est la dernière étape, quoi. Et donc, de la dernière étape. Non, je sais pas, peut-être pas à ce point-là, tu vois, mais essayons un truc nouveau et un truc un peu genre dedans, et on l'ajoutera si ça le fait, on l'ajoutera pas si ça le fait pas. Et donc, de la dernière étape. Ça va être très bien, ça. Ça marche, parce que c'est humain, c'est entier, vous allez jamais tricher, je vous vois pas vraiment faire semblant. Et puis en plus, connaissant les personnes et le fond, il n'y a aucun moyen de faire semblant. Vous êtes vraiment parti avec le minimum. Voilà, la fresque, tu l'avais sur le vélo du début jusqu'à la fin. Moi perso, je l'aurais mis dans la voiture au bout d'un moment quand même. Vous êtes courageux les mecs, vous l'avez fait avec le cœur et avec les jambes. Après avoir essuyé 40 km de chemin de terre et de chemin boueux, nous retrouvons enfin l'asphalte tant apprécié. Je pense que ça promet un bel avenir, ouais. Je pense que ça va cartonner même. Mais je le dis pas au making of, ce sera coupé parce que c'est un peu trop... Je vais pas vous porter la chkoumoun, quoi. Hugo et Léo, je les rejoins pour faire une petite réunion concernant le documentaire en lui-même. Des petites réunions dans un petit bar avec un petit café pour réveiller la troupe. Allez, à toutes. On avait un trépied, un monopode, 2 caméras et une GoPro. Enfin, 2 caméras, on va dire 2 5D et une GoPro. Donc l'idée c'était d'utiliser la GoPro partant vraiment de pluie ou de neige ou vraiment des conditions difficiles. Et le reste du temps essayer de se motiver à sortir la caméra, histoire d'avoir vraiment un beau rendu au montage, enfin au produit final. Ce qui était vraiment le plus pratique pour nous et surtout pour le documentaire, c'est quand Max était avec nous, qu'il était complètement à l'extérieur de la séquence. Et c'est ça qui était sympa, ou plus en ambiance reportage, c'est que nous on continuait de vivre sans se demander qu'est-ce qu'il faut dire, comment faut le faire. Et
Juste on vivait et Max était avec sa caméra, son trépied pour faire son truc autour. Et ça apporte aussi une plus-value au documentaire. C'est qu'on a des images qui sont d'une bien meilleure qualité et puis on n'avait pas besoin de jouer, qu'on pouvait être nous-mêmes et pas avoir besoin de se créer un rôle. Ah non, pouvoir. Oui. Mojit. Ouais, c'est ce que je t'ai dit, Mojit. Il y a Mojit. Ça c'est l'infinitif. Ouais, ouais. À moins que je sois irrégulier. On avait 1200 gigas de rush pur en vidéo. En nombre d'heures, ça doit être je sais pas, de 200-250 heures de travail entre le dérush, la traduction et le montage des séquences et puis tous les fignolages de toutes les versions qui ont été faites sur le docu à chaque fois. Ça, c'est pas bien coupé. On va dire que là c'était mon deuxième documentaire. Donc, le premier c'était un 52 minutes sur c'était l'alchimie de la cabane. Donc c'était bien passé mais c'était compliqué parce que c'était un tournage de 3 ans. Le montage du coup a duré 3 ans aussi parce qu'à chaque fois je rajoutais les rushs que j'avais, enfin j'avais pas de tout. Alors que là je suis rentré, déjà Léo il m'avait déjà tout trié les rushs parce qu'on est rentré ensemble en voiture. Donc moi pendant que je conduisais il triait tous les rushs comme un assistant monteur. Donc quand je suis arrivé chez moi j'avais déjà tout et en fait j'avais juste à organiser. C'est qu'on a noté toutes les interviews, toutes les in, toutes les séquences, on les a notées sur des post-it. Et moi comme ça après je pouvais en gros faire mon montage par séquence sur le mur. Puis voilà, mettre comme je voulais, puis voir ce qu'elle est ensemble, bouger les trucs au lieu de se perdre du temps sur l'ordi à bouger tous les trucs. Je faisais sur le mur avec du papier. Et ça me permettait d'avoir une vision globale du truc et de mieux organiser toutes les séquences. On a utilisé un site internet qui s'appelle Warm Shower en fait, qui permet aux cyclistes du monde entier donc de se faire héberger par d'autres cyclistes en fait, qui ne sont pas en train de voyager à ce moment-là. Donc ça nous a permis de nous héberger une fois en Bretagne et puis après on connaissait un peu de monde en France donc on s'est fait héberger par de la famille, des amis. Mais la plupart du temps on campait quoi. Mais plus on s'éloignait de la France, plus l'hébergement était facile parce que quelque part il y avait aussi une curiosité de la part des locaux. C'est le principe de l'être humain. L'être humain s'ouvre aux personnes qui sont pas faites pour se rencontrer, mais c'est sûr que si t'es un gros connard, tu vas rencontrer que des cons. Et vice versa, si t'es quelqu'un qui va dormir chez les gens, forcément tu vas tomber sur des gens et des gens accueillants. Puisque déjà c'est filtré, c'est des gens qui sont capables de t'accueillir. Donc il y a déjà un gros pas de fait dans l'initiative d'aller vers l'autre. La majeure partie du temps, ils te donnent tout, ils ouvrent leurs portes, leur frigo et leur cœur et ils te demandent rien en échange. Все, давайте. Non, c'est там включать, все. Спокойной ночи, спасибо за всё. Donc c'est à double tranchant quoi. D'un côté c'est beau, mais d'un autre côté quand tu repars le lendemain matin, bah t'es triste parce que tu sais que tu vas peut-être jamais les revoir quoi. Спасибо большое за всё. Да не за что. Да. Ну ладно, приезжайте. Да. Давай. Удачи. Я буду есть ностальгия и может быть мы будем еще туда. Хорошо. Да. Я буду звонить тебе. On se rencontre et on sait qu'on va se quitter. On le sait et on sait au fond de nous qu'on se reverra peut-être jamais. Et on se le dit. J'entends souvent dire qu'une rencontre de l'éphémère c'est une rencontre qui n'est pas vraie. Parce que tu gardes pas une relation. Et au contraire, c'est une rencontre de l'éphémère avec quelque chose de bien plus fort et de bien plus vrai, contrairement à ce que certains peuvent dire. Parce que t'as pas besoin de tricher. C'est-à-dire que tu rencontres la personne pour une courte durée et tu dois vivre l'instant présent. On n'est pas là pour jouer un rôle, pour manipuler les gens, pour essayer de les adoucir dans le sens du poil, pour qu'on fasse telle chose après. Non, c'est de l'instant. Et quand on est dans l'instant, on est dans le vrai. Et c'est ça où la rencontre de l'éphémère était intéressante et était vivante. C'est là où on se sent vivant. Et dans cet esprit de la route, dans cet esprit de la rencontre éphémère, il y avait cette surprise qui se créait tout le temps.
tu vis l'instant et c'est ça qui fait la force de tout ça. Allez, venez vite. En général, c'était très bien organisé parce que c'est vrai que ça a été préparé en amont. Donc Léo avait contacté les écoles bien avant. Donc du coup, les écoles avaient du temps à nous accorder parce qu'ils avaient pris en fait ce temps-là pour organiser cette rencontre avec nous. Ils ont tous préparé un accueil génial. Un accueil qui se voulait bien entendu dans l'agréable, mais aussi dans la tradition. Les Lettons, par exemple, nous ont accueillis tous en habits traditionnels, avec les chants, avec l'hymne de Lettonie. Yeah, and we will sing you a small part of the Latvian song. Oh, great! Yeah. So, please check. Slēgs lai dzīvo, slēgs lai dzīvo, lai dzīvo, slēgs. On était à chaque fois logés chez des profs de l'école ou alors chez des connaissances de l'école. Et quand on en chiait sur le vélo ou en voiture ou au bivouac tous les trois ensemble, il y avait un truc qui motivait, c'est on disait il y en a qui sont derrière, qui pensent à nous et il y en a qui sont devant, qui nous attendent. Et ça c'était une vraie motivation qu'on n'avait jamais eue sur d'autres voyages quand on voyageait seul. Des journées à très petite distance sur du 30 km et puis des journées très longues sur du 130-140 km journaliers. Les kilomètres étaient aussi influencés par les conditions, on va dire, climatiques et les conditions du pays. Je pense notamment à la France, la Pologne, la Russie, qui ont été bien plus compliquées, en tout cas à vélo, que les autres pays. Quand on est arrivé dans la première école, donc à Saint-Sauveur-en-Puisaye, il y a eu une tempête de neige qui s'est déclarée un peu d'un coup et puis on a été assez surpris parce qu'il faisait vraiment froid. Et puis la neige, c'est vrai qu'elle pénétrait vraiment dans nos vêtements. Là. On n'était pas super bien équipés au début. On a dû s'arrêter sous un abribus d'abord pour changer de chaussettes parce qu'on avait les pieds qui gelaient. Après on s'est arrêté une deuxième fois dans un Leclerc. On s'est mis dans le sas du Leclerc, on a racheté des chaussettes, on a changé nos chaussettes, on est resté à l'entrée pendant un bon moment, le temps de sécher un peu. T'avais tous les passants qui arrivaient et qui nous encourageaient un peu quand même, parce qu'ils sentaient que c'était un peu la misère. Ah, c'est le plus long et le plus dur voyage que j'ai jamais fait. Puis bien sûr, il y a eu la Russie derrière. Très excité d'arriver dans ce pays et on comprend qu'en fait on est très loin de l'arrivée, encore 2500 km à faire dans un pays qui, malgré une population superbe, a malgré tout des routes saccagées, de l'asphalte troué, des routes boueuses, pas mal de pluie on a eu quand même sur la Russie et puis des chiens errants qui aiment bien les routes vélo. On dormait en général en tente, donc on pouvait pas être autour du feu sans que les moustiques nous attaquent. On a essayé les sprays anti-moustiques, ça fonctionnait pas, les spirales, ça fonctionnait pas. Donc il y a eu une période où on avait vraiment du mal à dormir la nuit. En plus le soleil se levait super tôt, comme on se situait quand même assez au nord, et puis il y avait un décalage horaire qui faisait qu'à 2h du mat, il y avait déjà les premières lueurs du jour. Donc c'est vrai que, et puis sans compter les quelques Russes un peu alcoolisés qui nous sont tombés dessus assez violemment au début du voyage en Russie, enfin au début de la partie russe. Ouais, c'était assez compliqué la Russie. Ok, c'est parti les amis. Donc voilà, donc là on est sur une route qui est plutôt en bon état. Mais vous allez voir que ça va pas durer. Donc l'idée ici c'est de prendre le trou le moins gros. Donc
Ouais, faut éviter ce qui arrive en face, faut éviter les voitures qui te doublent. Et là ça va, celle-là elle est plutôt en bon état. Donc quand c'est en bon état, on se permet d'accélérer parce que c'est pas tous les jours. Des fois c'est vraiment un bordel. Et donc en Russie on a le droit de rouler sur le doigt, c'est chose courante. Tous ceux à qui je disais que j'allais en Russie avec ma voiture pendant le trajet, ils me disaient qu'il fallait pas y aller, quoi. Parce que c'est une vieille voiture et pour eux elle allait jamais tenir l'aller et puis encore moins l'aller-retour, quoi. Bah Nanar il est quand même en bon état, il a 45 000 bornes quand on est parti. Là il doit en avoir un peu plus. Mais bon, pour le moment ça va, quoi. Malgré les chemins de terre, les champs, tout ça, il tient le coup et puis je pense que dans peu de temps là on va se faire une bonne vidange, changer les filtres à huile, changer les filtres à air et puis il va repartir pour 20 000 bornes. Alors, tu le quittes? Ouais, ça y est. J'avais cette tristesse un peu de pas pouvoir voir cette immense Russie que vous alliez découvrir. Et du coup j'avais un peu cette mélancolie, j'avais envie de vous pousser à y aller aussi. J'avais envie de tout donner pour que vous y arriviez parce que vous étiez pas certain d'y arriver, quoi. Et du coup ça m'a fait bizarre de devoir vous laisser là au milieu de la route, quoi. Ouais, je crois que d'être sur la route, tu te poses moins de questions, tu peux pas t'inquiéter parce que tout peut arriver, donc tu vas pas commencer à t'inquiéter pour tout. Donc du coup, tu t'inquiètes pas et tu te poses même plus de questions et tu vis le truc au présent. Et ouais, bah c'est ça qui est libérateur et qui est jouissif, quoi, dans le fait de voyager comme ça. C'est peut-être juste simplement de se dire je suis là et je l'ai choisi d'être là, j'ai envie, parce que c'est dur d'être sur son vélo avec la pluie, d'avoir froid et d'être mouillé. Dans ces moments-là on se dit simplement ça ira mieux après, parce que ça va toujours mieux après sur la route, et c'est toujours le même principe de haut et bas. Et du coup même quand c'est au plus bas, tu sais que ça va remonter, que ça reste la route et que plus le bas est long et plus la rencontre sera belle derrière, quoi. My father do it. Wow, really? Yeah. He makes this homemade? Yeah, yeah. Wow, okay. You're a cooker. That's terrible. Ah bah oui, mais ça donne envie, ça c'est aussi pour ça ça me fait doucement rigoler, c'est qu'il y a des gens qui ont le courage de le faire et il y a des gens qui rêvent de le faire et qui le font jamais. Et moi je suis pas à l'abri un jour d'avoir envie de faire la même chose que vous. Vous soulevez toutes les questions, les questions importantes, quoi, qui sont les valeurs. Est-ce qu'on se connaît vraiment? Ces histoires de frontières, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'Europe? Qu'est-ce que c'est que de voyager sans utiliser des énergies fossiles ou quoi que ce soit? Et enfin voilà, c'est hyper intéressant de marcher à la force du muscle et du cerveau aussi, parce que derrière il y a quand même une belle pensée, quoi. Et puis en plus il y a une petite histoire d'amour, je crois.
peu avant Bolchaïa Sosnova, on a vu un panneau avec marqué 6 km. Et là, quand on est tombé devant ce panneau, on a vraiment eu on n'y croyait pas, quoi. On avait vraiment l'impression que c'était, je sais pas, un rêve ou une illusion. Ou... Quand tu pars et que tu sais où tu vas, tu t'imagines ce que ça va être. Et le jour où ça arrive, bah tu vois les premières habitations au loin, quoi. Puis tu sais que t'y es, et ouais, c'était dingue, quoi. Moi, j'en chialais sur le vélo, quoi, tout seul, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui t'attendent, il y a un village qui t'attend à l'arrivée, mais là, tu vois tout ce que tu as réalisé derrière, tout ce qui s'est passé, tu te rappelles de tous les souvenirs. Tu as plein de souvenirs, de rencontres que tu as faites sur tout le voyage. Donc ça, c'est vrai que c'est hyper émouvant. C'était... À l'heure actuelle, je pourrais dire que c'est le plus beau jour de ma vie, ouais, ce jour-là. Se retrouver, voilà, se regarder dans les yeux, même entre nous, Hugo, Max, on se regardait là, et c'était irréel. Il y avait une sensation d'irréalité. Où que j'aille et où que je sois, avec qui que je sois et quelle que soit la langue que je parle, il y aura dans tous les cas, face à moi, un humain qui ressentira les mêmes choses que moi je ressens. On va s'échanger ça. Et les locaux sont comme ça, peu importe le pays, peu importe la religion, ils sont dans l'envie de rencontrer, quoi. Et c'est ça que je retiens de ce voyage, ouais. C'est ça, c'est qu'on sera, moi, lui, là-bas, nous, n'importe qui, on sera toujours accueillis quand on ira n'importe où. Parce que tant qu'il y aura des hommes et tant qu'il y aura un minimum d'amour et d'envie d'échange, tout sera possible.